Bonjour à tous, ravi de vous accueillir pour cette première table ronde de la 4e journée des rencontres du développement durable, donc qui a lieu aujourd'hui, organisée par l'Institut Open Diplomatie et l'École nationale supérieure des arts et métiers, sur le thème très moderne et très actuel de designer l'industrie du futur. Donc cette table ronde va s'axer sur un thème plus précis qui est l'usine du futur verte by design. Donc voilà, une transition qui se veut respectueuse des enjeux climatiques et environnementaux. Et dans ce but, j'ai un panel d'experts à mes côtés pour pouvoir justement échanger sur ce thème, donc que je vais vous présenter, qui sont autour de moi. Donc tout d'abord le professeur Richard Béharé, donc professeur à l'ENSAM, justement, l'École nationale supérieure des arts et métiers. Vous êtes directeur du laboratoire d'ingénierie des systèmes physiques et numériques. Monsieur Christian Verbruch, vous êtes directeur du développement Europe de Grey Matter Labs. C'est ça, oui. Voilà, coupez-moi si jamais je... pour les intimes. Très bien. Docteur Olivier Mousson, vous êtes président de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale. Monsieur Emmanuel Olivier, vous êtes président du BIANT. Et nous avons, en plus en distanciel, monsieur Jean-Baptiste Lanoux, directeur de l'usine de Cétino pour le groupe L'Oréal. Bonjour. Donc, je suis ravi de vous accueillir tous et de pouvoir échanger autour du thème de l'usine du futur, donc, que nous voulons verte by design. C'est ce que nous allons voir entre nous en discutant justement aujourd'hui. Donc, peut-être pour commencer, pour remettre un petit peu en contexte, donc on parle d'usine du futur, donc nécessairement de transition et donc de nouveaux modèles, peut-être de revoir notre façon dont fonctionne non seulement l'usine en elle-même, mais l'industrie dans son ensemble. Donc de nouveaux modèles économiques, industriels, avec des enjeux derrière, donc un respect de l'empreinte environnementale, un respect des enjeux sociaux dans lesquels l'usine elle-même va s'intégrer. Et donc, tout d'abord, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de cette usine du futur. Et est-ce que vraiment c'est une usine du futur? Peut-être je vais vous donner la parole en premier lieu, monsieur Olivier Mousson. Finalement, voilà, est-ce que l'usine du futur est vraiment une usine du futur ou est-ce qu'elle se conjugue déjà au présent et donc les enjeux sont déjà actuels et donc tout aussi urgents que la crise climatique qui nous occupe? Bien, alors, moi je suis économiste à la base. Pour dire, j'ai fait une thèse sur la robotique industrielle dans les années 80. Donc c'était un peu le début de l'usine du futur. Et je préside une société d'encouragement qui a été créée en 1801, donc qui a vécu les trois révolutions industrielles. Il y en a quasiment une par siècle. Là, on est dans la troisième. On a un peu raté, en tout cas le début de cette troisième révolution industrielle. Je vous rappelle qu'on a perdu plusieurs millions d'emplois en 30 ou 40 ans, justement, peut-être parce qu'on n'a pas réussi à passer le cap de cette troisième révolution industrielle. Pourquoi, comment? Ce serait intéressant de regarder. Alors, est-ce qu'on est très clairement toujours dans cette troisième révolution industrielle, la numérisation de l'industrie? Il y a une autre révolution qui est la révolution effectivement verte, cette transition énergétique. La question est de savoir, effectivement, dans une industrie française en tout cas, alors c'est pas si on parle d'industrie française, industrie européenne, industrie mondiale, comment on va pouvoir, on n'a plus que 10% de l'emploi du PIB qui se trouve dans l'industrie, ça s'arrête un peu, on a une diminution de la décroissance de l'industrie, effectivement, depuis quelques années. Il est clair qu'il faut verdir notre industrie. La question est de savoir à quel rythme. La question est de savoir par qui. Et là, je crois vraiment que il faut que les jeunes actuels, les ingénieurs, on en a parlé tout à l'heure avec les arts des métiers, c'est eux qui vont le faire. C'est pas nous, c'est nous un peu également, mais c'est eux qui vont, au XXIe siècle, transformer cette industrie. Et la question est de savoir également comment est-ce qu'on peut les aider, comment ça va se faire, est-ce que l'État a un rôle à jouer, est-ce que les collectivités locales ont un rôle à jouer, est-ce que l'Europe a un rôle à jouer, on est à la maison de l'Europe. Mais en tout cas, ce qu'on constate, c'est que ça va coûter de l'argent. Donc, qui va payer? Là aussi, la question se pose. Voilà pour commencer un peu pour moi, les enjeux qui ne sont pas uniquement les enjeux techniques, mais également des enjeux économiques, sociaux, politiques. Bien sûr. Je pense également qu'il faudrait que le thème de l'industrie du futur soit au cœur de la campagne présidentielle. Or, actuellement, ce n'est pas du tout le cas. Assez curieusement, d'accord. D'ailleurs, on a le thème de l'emploi n'est pas au cœur de la campagne. On parle du pouvoir d'achat.
et pouvoir d'achat à cause peut-être aussi de la transition énergétique, hein, puisque on constate tous les jours. Alors que l'emploi industriel, il devrait être au cœur de la campagne parce que c'est une manière également de réduire les fractures territoriales et donc de réimplanter de l'emploi en dehors des métropoles. Voilà. Bien sûr, très très clair. Donc la question de l'emploi est très importante et l'emploi, c'est aussi donc des générations futures qui sont formées en ce moment donc à des nouvelles technologies, à de l'innovation au sens large, et c'est ça qui va faire justement l'usine du futur probablement. Donc il y a des enjeux aussi de transmettre ces technologies et de les développer de la façon la plus socialement responsable, environnementalement responsable. Et peut-être Monsieur Béharé, vous pourriez nous donner un petit peu quelques billes là-dessus, étant donné que vous êtes au contact des étudiants tous les jours. Voilà, donc comment les nouvelles générations intègrent ces nouvelles technologies, cette démarche d'innovation pour designer cette usine du futur? Oui, merci. Justement, j'allais rebondir sur ce que je viens d'entendre. Effectivement, on va le dire en prélude, hein, mais c'est cette génération-là qui sera le levier principal pour réaliser cette conciliation. Je vais plutôt dire pour faire en sorte que l'industrie du futur tienne ses promesses en termes de développement durable, puisque c'est un des piliers de l'industrie du futur. Puisque parfois on parle de concilier, j'aime pas trop ce terme, hein, ça oppose les choses. C'est bien intégré à l'industrie du futur. Et je vais dire, je pourrais dire par exemple, je vais prendre mon exemple. Je me suis formé au développement durable, je l'ai appris. Les générations que j'ai en face de moi, les promotions que je vois passer là, et c'est vraiment sensible depuis 3-4 ans. Si on place les concepts de développement durable années 80, on va dire, donc eux sont nés dans un environnement qui est totalement empreint de toutes ces notions, de toutes ces préoccupations. C'est presque dans leur ADN, hein. Donc leur spectre de vision n'est pas le même. Ce qui veut dire que quand on les sensibilise à de la techno, si on leur parle, je veux dire tout bêtement, de réaliser une économie d'énergie minime, de réduire un coût matière, c'est presque déjà des poncifs pour eux. Je le vois vraiment très clairement, hein. Ce qui veut dire qu'ils attendent, je veux dire, ils ambitionnent beaucoup plus. Donc nous, en tant que grand établissement, on fait en sorte naturellement, enfin on se doit de les accompagner et on s'efforce de le faire, encadrant aussi par rapport à l'apport technologique, ce que peuvent réaliser les technologies, puisque c'est une génération qui peut aussi avoir une vue un peu tronquée de ce qui est réalisable par la technologie. Il faut montrer la réalité des choses, et c'est bien eux qui vont assembler ces briques à la fin et qui construiront donc ce futur, hein. Et évidemment, nos partenaires industriels, on a énormément d'échanges avec le tissu industriel. Alors je vais pas dire qu'ils attendent, ils ont lancé des choses, mais si, ils attendent beaucoup de cette génération qui arrive pour les aider dans cette transition. Tout à fait, très très clair. Et donc justement, on parle du développement de ces nouvelles technologies, donc de l'apport de ces nouvelles générations qui vont s'insérer dans une industrie qui est déjà en transition. Donc je pense qu'on a des exemples très, très parlants avec nos invités ici. Donc peut-être pour parler un petit peu concrètement de ce que peuvent faire ces nouvelles technologies pour l'usine du futur, pour l'industrie du futur. Alors je ne sais pas trop entre Monsieur Olivier et Monsieur Verbruch. Voilà, vous êtes deux exemples, je trouve, d'apports concrets pour l'industrie du futur. Donc, qu'est-ce que ces nouvelles technologies peuvent faire pour une usine du futur verte by design, justement, comme on va en parler aujourd'hui? Moi, je vais peut-être commencer. Effectivement, nous sommes dans le logiciel et donc dans la dématérialisation. Et ça, c'est le mot-clé. Quand j'écoute et qu'on parle d'usine du futur, la première idée qui vient, c'est le physique. Les chaînes de fabrication, comment on retrouve un emploi dans des usines. Mais il faut voir que déjà depuis une trentaine d'années, il y a de nouvelles usines qui sont complètement dématérialisées. Des chaînes de programmation de jeux vidéo, par exemple, pour cette industrie-là. Toute l'économie du logiciel aujourd'hui, ce sont des usines, mais ce sont des usines qui fabriquent des choses dématérialisées. Et cet enjeu de la dématérialisation est un enjeu au cœur de l'industrie 4, puisqu'on parle de l'optimisation des process par rapport au numérique, mais on parle peu de l'impact que ça peut avoir au niveau environnemental de dématérialiser. Et cet impact peut être autant positif que négatif. Il peut être positif parce que quand on remplace un produit physique par un produit virtuel, on économise de la matière. Aujourd'hui, c'est un élément clé du développement durable parce qu'on va pouvoir aujourd'hui remplacer des choses qui étaient physiques par des choses qui sont virtuelles. Ce qui se passe dans vos smartphones. Tous un smartphone avec 90 apps, elles ne sont pas toutes utiles, mais par contre, ce qui est clair, c'est que s'il avait fallu fabriquer
l'appareil photo, le dictaphone, la lampe torche, enfin tout ce que vous avez, si vous aviez fabriqué ça physiquement, vous auriez consommé de la matière et de l'énergie, sans parler de l'énergie pour la transporter. Et cette énergie grise est le facteur clé. C'est-à-dire dans tout le processus, moi je suis dans l'informatique appliquée au bâtiment, 65% de la consommation, ou du moins des émissions de gaz à effet de serre, se font pendant la fabrication du bâtiment. Et sur 30 ans, vous n'aurez que 30% d'émissions de gaz à effet de serre par la consommation, moins quand le bâtiment est vertueux. Et donc cet enjeu de l'énergie grise, elle est claire. Donc parler d'usines, il faut le faire, mais les usines de demain, les usines du futur, ne seront pas forcément des usines au sens 19e siècle, production industrielle avec des chaînes de fabrication, mais seront aussi des usines qui sont des usines de services dématérialisées, avec effectivement tous les emplois qui vont à la clé. Et je le développerai plus tard peut-être, mais effectivement, en même temps, cette dématérialisation peut être très négative quand on est dans un immeuble collectif où vous avez 300 personnes qui regardent un film sur une plateforme de vidéo et qu'on télécharge 300 fois la même chose, on active des flux terribles, énergétiques et de consommation qui sont excessivement pervers. Et demain, les conditions pour que le numérique soit vertueux, le mot-clé, c'est la décentralisation. Il faut exécuter et calculer les services au plus près du service à rendre. Et ça, c'est un élément clé, parce que sinon, on aura exactement le contraire de ce qu'on voulait. On aura au contraire une débauche d'énergie et de matière, là où au contraire, on voulait l'économiser. Très clair. Monsieur Verbeul, peut-être, oui. Alors, je suis pas totalement d'accord avec ce... C'est quoi ton prénom? Emmanuel. Emmanuel. C'est un exemple très simple. Aujourd'hui, il y avait un an et demi, il y a eu le Covid-19 qui est apparu. On n'avait pas de masque. Et donc, de dématérialiser, de dire qu'on va changer le monde en mettant du numérique, on n'a pas pu combattre le Covid au départ. C'est parce qu'on n'avait pas de production de masques, on n'avait pas les tissus, et tout venait de la Chine. On est tellement dépendant des usines industrielles asiatiques qu'aujourd'hui, il nous faut aussi un tissu industriel qui sont des machines... du 19e siècle, qui font des tissus, des choses comme ça, de la matière, parce qu'on a un monde matériel. Si on prend les iPhones, c'est sûr qu'il y a plein d'applications à l'intérieur, mais à la fin, il y a encore plus d'iPhones qu'avant. Les gens, ils ont tous une lampe torche maintenant, mais avant, ils n'avaient pas tous une lampe torche. Donc, et c'est ça aujourd'hui. Alors, moi, c'est mon ressenti. Hein, je suis ingénieur des arts métiers. Hein, je suis sorti de l'école. C'est une école très appliquée et pratique. Moi, je le vois aujourd'hui, j'ai du mal à recruter des gens qui sont pratiques, qui ont le sens de la vraie vie. Ils passent tous leur temps à taper du code sur le TensorFlow, PyTorch ou faire du Python, mais à la fin, quand on leur demande de faire quelque chose de réel qui fonctionne, ils n'y arrivent pas. Et donc, c'est ça le problème, c'est qu'on va être dans un monde numérique et on va être tellement dépendant des autres sociétés mondiales qui construisent les choses et qui les fabriquent qu'on sera tout le temps dépendant d'eux. Aujourd'hui, si vous voulez faire des puces, la majorité des sociétés sont chinoises, taïwanaises, mais bientôt indiennes. Donc la matière est très importante, la création de la matière, de fabriquer, de la transformer. Et aujourd'hui, si on voit... je voulais acheter une machine à laver. Aujourd'hui, ça dure 6 mois pour avoir une machine à laver parce qu'il y a une rupture des puces. Donc c'est vrai que c'est plus facile de développer du logiciel, et ça demande moins de ressources et d'investissement. Mais de créer des machines qui fabriquent, qui nous permettent d'avoir un micro, par exemple, des choses comme ça, on est totalement dépendant d'autres pays. Et donc, le numérique nous aide, mais on a tendance à oublier le réel, une voiture, des choses qu'on utilise tous les jours. Et donc ça, c'est vraiment important. Et avec Richard et une société qui s'appelle ERM, on a lancé une initiative intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, dans la majorité des écoles, quand ils le font, ils font ça sur un PC. Et donc, on est une société qui fait de l'intelligence artificielle. J'ai fait de la robotique industrielle et de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, quand on fait de l'intelligence artificielle appliquée dans la vraie vie, ce n'est pas la même chose. C'est qu'on ne fait pas que du data crunching. Il faut qu'on prenne en compte dans l'IA l'environnement qui nous entoure. Et c'est complexe parce que l'environnement qui nous entoure n'est pas connu. Lorsqu'on est sur un PC, c'est connu. On a les entrées et les sorties. Donc, cette partie connaissance de l'environnement réel,
et de pouvoir la transformer dans quelque chose qui permet d'être un objet ou un système. Donc c'est vraiment important de garder ce côté pratique. Alors le numérique apporte beaucoup de choses, et c'est vrai dans la réduction, par exemple des épaisseurs, grâce à toutes ces machines de calcul qui permettent d'optimiser la mécanique, de réduire les épaisseurs, de trouver d'autres produits grâce à des calculs puissants. Mais il faut garder ce côté industriel. Donc l'idée de cette initiative de mettre un robot, une petite caméra et qu'ils apprennent de l'IA appliquée, déjà c'est ludique, et en plus ils apprennent que l'application industrielle c'est complexe parce que ça demande beaucoup de choses, c'est la vie en fait, et la vie c'est pas facile à maîtriser, et l'usine c'est une maîtrise de la vie qui a plein de modifications, la matière change tout le temps, donc vraiment c'est important de garder ce côté matière, usine, transformation, et juste la lune des fois peut transformer une usine, donc le numérique ne peut pas gérer ça. Donc voilà, c'est important de garder ce côté matière. Et je suis totalement d'accord avec l'idée moi c'est mort, hein, j'ai 53 balais, faire des technologies, des nouvelles technologies, il faut apprendre sur les dernières technologies. Et moi ce que je vois aujourd'hui, c'est que les jeunes, ils apprennent pas sur les dernières technologies, ils apprennent sur il y a 3 ans, et 3 ans c'est trop tard déjà. Donc il faut qu'ils aient toujours, et c'est un investissement énorme, les arts et métiers cherchent beaucoup d'argent pour pouvoir investir dans ces nouvelles technologies. Mais c'est tous les ans qu'il faut investir, c'est pas une fois. Et c'est ça la difficulté, c'est que les laboratoires comme Richard puissent avoir la dernière technologie pour éduquer les jeunes. Et c'est là où on a il y a une lenteur, évidemment, trouver de l'argent pour ça, ben c'est compliqué. Et donc on fait un gros investissement, donc ça dure 5 ans, mais au bout de 5 ans, ben, c'est dépassé. Parce que la technologie change tout le temps. Bien sûr, et on va revenir sur la question justement des investissements, qui est aussi une thématique très chère à M. Mousson. Je pense qu'on a beaucoup de choses à dire là-dessus. Peut-être pour conclure un premier tour de table, vous parliez justement du fait de s'ancrer dans ce réel tout en apportant les innovations du numérique. Donc, je ne vais pas parler de conciliation parce que sinon M. Berret va pas être content, mais plutôt d'intégration, voilà, du fait d'intégrer ces outils numériques au contexte du réel, qui est quand même la finalité qu'on veut. Donc, pour ça, je vais peut-être me tourner virtuellement vers le plus industriel de nos invités, M. Lanoux. Donc, vous qui êtes directeur justement d'usine pour le groupe L'Oréal, pour vous, c'est quoi l'industrie, c'est quoi l'usine du futur? Est-ce que l'usine de Cétino est l'usine du futur, et qu'est-ce qu'il faudrait développer sinon pour y arriver? Ouais, merci pour tous ces échanges. Bon, déjà, à la première question que vous avez demandé, est-ce qu'on est dedans? Oui, on est complètement dedans, et on y est depuis déjà quelques années, avec plusieurs séquences. Mais si on parle un peu industrie 4.0, ça fait 5-6 ans que c'est quelque chose qui est beaucoup plus présent dans notre quotidien. J'ai envie un peu de reprendre ce que vous avez dit précédemment, mais c'est un peu un mix des éléments que vous avez donnés. Il y a évidemment une révolution numérique et digitale, je dirais plutôt, qui apporte beaucoup de choses dans l'accélération des process, dans la créativité, permet de libérer la créativité, ça permet d'accélérer la mise à disposition des nouveautés sur le marché, de changer notre cycle de développement. Donc ça, c'est ce que ça apporte. Encore une fois, le digital, pour nous, en tout cas industriel, c'est pas une finalité, c'est vraiment un moyen de répondre à un business et aussi à des consommateurs qui changent. Donc ça, c'est le premier point. On pourra prendre quelques exemples après si vous voulez, mais ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, on fait des produits de beauté. Pour aujourd'hui, les produits de beauté sont en grande majorité physiques. Donc, on a besoin de produire, on a besoin de créer des objets, de produire des objets sur des lignes qui ont, depuis 100 ans que le groupe existe, ont beaucoup évolué, et des outils qui ont beaucoup évolué. Mais en effet, on a besoin de créer, on a besoin de matière, on a besoin de transformer des matières pour créer un produit. Et là, pour le coup, il y a une vraie transition qui s'effectue depuis déjà plusieurs années dans le groupe et qui continuera et qui s'accélérera parce que on est dans les années décisives. On a 10 ans pour agir encore plus vite que ce qu'on a fait dans les années précédentes, mais pour évidemment produire en consommant moins d'énergie. Et l'énergie qu'on aura besoin de consommer, évidemment, il faut que ce soit de l'énergie renouvelable, mais qui n'est pas infinie non plus. Donc, il y a un vrai enjeu sur produire différemment, produire énergétiquement différemment des produits physiques. Et puis, vous l'avez un petit peu dit, je ne sais plus quel intervenant, mais il y a un sujet local. Il y a un sujet produire pour un marché globalement local. On l'a vu en effet dans cette dernière période.
le groupe, nous, on est organisé avec par plaque, donc on a des productions locales pour le business local. Je pense que c'est quelque chose qui est aussi très important, local pour ses consommateurs, mais aussi local pour son écosystème. Et au final, tout ça, vous l'avez un petit peu résumé, mais il y a un vrai enjeu d'écosystème local, consommateur, mais aussi industriel, mais aussi partenaire avec l'État, évidemment, mais avoir cet écosystème local, pour moi, est un peu clé. Donc, c'est un peu un mix, sans vouloir mettre tout le monde d'accord, mais je pense qu'il y a évidemment dans tout ça beaucoup de vérité. Le digital, un outil, le côté physique, il restera, il sera toujours présent, même si évidemment le numérique prend de plus en plus de place, mais comment on le transforme et comment on transforme cette industrie de production physique dans un écosystème qu'il faut réussir à bien appréhender et à intégrer vraiment avec les acteurs locaux. Merci beaucoup, Monsieur Lanoux. Peut-être pour justement continuer un petit peu sur cette optique de localité, je pense que c'est particulièrement d'actualité après ce qu'on vient de vivre. Voilà, la pandémie de Covid-19, ça a fait émerger dans le débat, Anaïs Volgilis le disait ce matin, une nouvelle conscience un petit peu de l'industrie et de cette nécessité de réindustrialisation et de relocalisation, qui sont deux notions différentes, mais je pense qu'on les entend beaucoup en ce moment. Donc, quels seraient les bons leviers pour avoir à la fois une industrie du futur qui soit locale, donc qui soit intégrée dans son environnement, comme le disait M. Lanoux, avec des associations, avec l'État, vous mentionniez M. Mousson, et en même temps une industrie qui va peut-être rester mondialisée, parce que comme vous le disiez, il y a beaucoup de ressources qui sont de facto à l'étranger et auxquelles on n'a pas forcément accès. Donc comment est-ce qu'on va arriver à concilier ces deux aspects, surtout pour un pays comme la France, voilà, qui a un tissu industriel peut-être un petit peu moins riche que nos voisins. On entend souvent la comparaison avec l'Allemagne. Voilà. Est-ce que la France a des atouts particuliers de ce côté-là, et comment est-ce que justement elle pourrait assurer une transition la plus optimale? Peut-être, Monsieur Mousson, puisque vous parliez de la cohésion avec l'action de l'État, avec les financements, voilà. Est-ce que ça peut être un levier, typiquement, pour mettre en place un écosystème efficace? Alors, d'abord, je vais revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure. Je pense effectivement on a un vrai sujet d'image de l'industrie. Je trouve ça intéressant qu'on appelle designer l'industrie du futur, et puis qu'on parle de logiciel. Beaucoup de jeunes, pour eux, l'industrie, c'est effectivement l'industrie qui fume, des métiers qui ne sont pas valorisants. Or, on a absolument besoin que les jeunes s'intéressent à l'industrie. Et je trouve ça bien qu'on parle d'industrie du logiciel. En 1801, l'industrie n'existait pas et elle s'est transformée. Donc, elle va continuer à se transformer. Et on a l'impression, en tout cas moi j'ai l'impression que ça s'accélère depuis 10, 20 ans. Voilà. Alors est-ce que la France a des atouts? Bon, encore une fois, par rapport à, je l'ai dit tout à l'heure, on avait 20% du PIB, en espace de 30 ans, on n'a plus que 10%, alors que les Allemands ont gardé le même niveau, que l'Italie également, l'Espagne a maintenu une industrie. Nous, on en a, parce que justement, on a considéré que l'industrie, c'était le passé, hein, et que c'était polluant, on s'est dit, on va se tourner totalement vers les services. Et on a commis une grosse erreur. À l'arrivée, je vous rappelle qu'on a quand même un déficit de près de 80 milliards d'euros, là où l'Allemagne a un excédent de 200 milliards. Et 80% des produits à l'export sont des produits industriels. Donc si on n'exporte pas, on va s'appauvrir. On a la chance d'appartenir à l'Europe. Autrement, si on n'avait pas l'Europe, on n'aurait pas l'euro et on aurait une monnaie dévalorisée et en termes de pouvoir d'achat, ce serait dramatique. Donc il faut vraiment qu'on se réveille. On a, par rapport à l'Allemagne et à l'Italie, on a un inconvénient, c'est qu'on est un pays très jacobin, effectivement, très centralisé. Tout se passe à Paris, voilà. Bon, alors qu'en Allemagne, c'est des pays fédéraux, fédéralistes, voilà. Donc, et ça me paraît essentiel. Nous, à la Société d'encouragement, par exemple, bon, on est place Saint-Germain-des-Prés, on ne peut pas être plus parisien, voilà. Mais on a décidé de monter des rencontres Renaissance industrielle en province, dans les régions, dans les écosystèmes, et d'essayer de fédérer ces écosystèmes. C'est-à-dire qu'on monte des réunions Renaissance industrielle où on a des industriels, mais également des collectivités locales qui sont très sensibles, métropoles ou régions, très sensibles aux problèmes d'environnement.
et qui sont prêts à aider. Et puis également les opérateurs de l'État, que ce soit l'ADEME ou la BPI, qui doivent accompagner ces mutations. Voilà. Donc, c'est pas de Paris qu'il va se décider. C'est effectivement sur le plan local que tout le monde, que l'écosystème se mette ensemble, se parle et imagine l'économie de demain. Et en plus, c'est vraiment essentiel sur un plan social, parce qu'on a des territoires qui sont où il n'y a plus d'emploi. Les gilets jaunes, c'est également ça. Donc il faut réinventer une économie, réinventer une industrie à base de logiciels, à base également comme tu dis, de produits. Et effectivement, on peut le faire. Il ne faudrait surtout pas, en tout cas, qu'on se dise, parce que c'est vert, parce que l'industrie n'est pas verte, on arrête l'industrie. Ce serait un contresens total sur le plan du pouvoir d'achat et de l'emploi et du pays. Juste rajouter un point avec Richard. Avec Richard, on travaille sur un projet de mixer l'intelligence artificielle et la robotique et l'automatisation pour réduire de 50% la consommation d'énergie pour les applications robotiques. Donc on recherche... En fait, il faut mettre de l'intelligence et l'intelligence humaine pour pouvoir améliorer et transformer cette usine qui... Bon, aujourd'hui, L'Oréal, j'ai été visité, hein, c'est très moderne. Hein. Donc, c'est déjà de l'avance. Mais la majorité des PME, PMI, ils n'ont pas les moyens comme les grands groupes pour se moderniser. Et c'est sûr que le mix de numérique pour déjà simplifier et mettre rapidement l'usine sur un papier et ensuite la mettre en concert dans l'intégration. Mais toutes ces étapes coûtent énormément de temps et d'énergie. Et donc, si on peut simplifier la mise en service des usines, des produits, grâce à une flexibilité, mais là, il faut de l'intelligence humaine, et puis aussi peut-être rajouter de l'intelligence artificielle qui permettent de s'adapter rapidement. Donc, aujourd'hui, on parle beaucoup de numérique dans le cloud, etc., mais aujourd'hui, notre chance, c'est de pouvoir travailler sur l'usine du futur, c'est dans le local qu'elle soit rapidement mise en service, parce que le cloud, c'est compliqué à mettre en service. Hein. Et donc, d'avoir de l'intelligence directement dans les machines qui permettent de s'adapter aux moyens de production, aux chemins de production. Donc, c'est là où il y a le numérique qui se transforme, mais c'est un outil, c'est pas un moyen. Et à la fin, il faut produire. On est d'accord, hein, comme disait Monsieur Lanoux, le logiciel, tout le monde est concerné par le numérique. C'est pas une filière en tant que telle. C'est toutes les filières doivent évoluer avec le numérique. Et c'est ça la transition. Et par rapport à ce que disait Olivier Mousson sur le côté jacobin de notre pays, c'est un énorme frein. Et là, je serais d'accord avec Christian. Le propos tout à l'heure n'était pas de dire qu'il faut que tout soit dématérialisé, qu'il n'y ait plus de monde de physique. Le propos était de dire qu'il faut mutualiser. C'est-à-dire qu'à un moment... si je prends l'exemple de l'industrie du bâtiment, l'industrie du bâtiment veut évoluer vers l'industrie 4. Donc tous les secteurs du bâtiment qui sont excessivement silotés, ceux qui font du chauffage, de la lumière, de la sûreté, etc., disent il faut qu'on accompagne et on va mettre des capteurs, des actionneurs partout, dans tous nos produits. Ça donne d'ailleurs la pénurie de composants. On a le même problème sur l'industrie automobile qui, pareil, pour rendre autonome un véhicule, est beaucoup plus consommateur de composants. Et quand on regarde avec un peu de recul, le problème, c'est que si on met un capteur de présence pour gérer la lumière, un capteur, un autre pour gérer le chauffage, un autre pour gérer la sûreté, un autre, etc., vous allez retrouver avec une consommation de matière, alors qu'un seul aurait suffi. Allez, peut-être deux pour la résilience, mais on va dire un seul aurait suffi, et partager les données. Donc à partir du moment où il y a le partage des données, on a un impact qui est très clair sur l'économie de matière et d'énergie. Il ne s'agit pas de remplacer le monde physique, bien au contraire, puisqu'un jumeau numérique, c'est-à-dire la représentation virtualisée de quelque chose, c'est la réplique du monde physique, connecté en temps réel, justement pour avoir ce contexte dont tu parlais tout à l'heure. On peut pas... Il n'y a pas d'intelligence si on ne maîtrise pas le contexte. C'est-à-dire, nous, notre intelligence, si on était sourd, aveugle, muet, on n'a pas le sens du toucher, on serait des légumes. C'est parce qu'on a une perception de l'environnement qu'on développe une intelligence. Et l'intelligence, c'est la capacité de s'adapter par apprentissage successif. Donc c'est tout le contraire des automatismes. C'est véritablement cette capacité. Et donc, pour revenir au thème du jacobisme, effectivement, il faut appliquer le principe de subsidiarité, c'est-à-dire le fait que
la plus petite entité essaie de faire par elle-même ce qu'elle est le mieux capable de faire par elle-même. Et ça, c'est fondamental, mais il ne faudrait pas tomber dans l'extrême inverse, de dire on fait tout en autarcie, tout local, parce que c'est mieux. Non, ça serait exactement la mauvaise réponse à quelque chose qui est centralisé et global. Non, il faut un moment suppléer. Et donc c'est cet équilibre-là entre le global et le local qui est à retrouver. Il y a eu une mondialisation qui a généré une espèce d'homogénéisation. Cette homogénéisation crée un manque de diversité et puis crée des phénomènes de dépendance tels que tu le mentionnais tout à l'heure, c'est certain. Bon, sur les masques, ça a aussi généré de la solidarité. Tout le monde s'est mis à la machine à coudre localement. C'est aussi une économie... Voilà, non, mais c'est important parce que cette économie-là de l'entraide, de la production, il y a des gens qui ont produit localement des masques parce qu'on n'en avait pas à importer de Chine et qui finalement ont produit de la valeur. Cette valeur, elle n'est pas dans le PIB. C'est ce que dit souvent Emmanuel Faber, pardon. C'est que c'est pas pris en compte. Et cette économie-là est importante. Toujours pareil dans l'évolution du monde du bâtiment que je connais le mieux, puisque nous, on évolue dans ce secteur-là. Deuxième exemple, c'est que là, on a vu avec la Covid que les gens ont dû travailler chez eux à distance. Et heureusement quand même qu'on avait un peu de logiciel et de numérique, parce que sinon, ça aurait été très compliqué. Mais on voit là une mutation complète. Les surfaces de bureaux sont désertées. Les gens ne veulent pas retourner au bureau, qu'en partie. Aujourd'hui, il y a des gens même qui ont déménagé sans rien dire à l'employeur, ce qui pose des problèmes assez forts au RH, juridiques au RH. Et donc, on voit bien que cette prise de conscience de, finalement, plus de bien-être local et finalement, a-t-on besoin systématiquement de se déplacer ? Là, on a fait un saut incroyable, à une vitesse incroyable d'adaptation, pour le meilleur et pour le pire. Je ne dis pas qu'il faut tout faire en télétravail, je me méfie maintenant à ce que je dis, parce qu'après on va me dire il veut tout faire en télétravail. C'est pas ce que j'ai dit, bien au contraire. Mais si on prend le monde du bâtiment, on voit qu'il va y avoir une mutation extraordinaire entre des espaces qui étaient réservés au travail et des espaces qui étaient réservés à l'habitat. Et là, on a une perméabilité. Il va falloir faire du télétravail et aménager les bâtiments pour faire du télétravail, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Il y a des gens qui travaillent dans de mauvaises conditions. Il y a des enjeux sociétaux très importants sur le maintien à domicile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un tiers de la population qui pourra se payer un EHPAD. Un tiers. Et donc, on va se retrouver en 2050 avec deux retraités pour un actif. Si on n'aménage pas rapidement les lieux pour que justement il y ait ces espaces intermédiaires qui ne sont pas complètement privatifs et pas complètement publics non plus, on n'y arrivera pas. Et au bureau, c'est la même chose. Et donc, pour revenir à l'usine, à la production, je suis d'accord sur la mauvaise image de l'industrie. Il faut pas, on ne parle pas c'était mon propos, d'usines qui polluent, etc. Et cette notion de partage, de prise en compte de la subsidiarité est importante, avec caché derrière un autre élément. On parle d'économie circulaire. En matière d'énergie, on parle de cogénération. Le cloud à San Francisco pour allumer une lumière ici à la Maison de l'Europe, ça n'a pas de sens. C'est une aberration. C'est faire des flux comme ça de gestion. Oui, il faut que ce soit local. Il faut que ce soit fait au plus proche du service. Et du coup, on peut imaginer retrouver une souveraineté européenne sur le cloud, parce qu'on imagine un autre modèle qu'un modèle ultra centralisé, qui est un modèle distribué, où chaque bâtiment aurait un mini data center. Et dès lors que ce calcul-là génère de la chaleur pour chauffer le bâtiment, on rentre dans des modèles qui sont des modèles différents, où là, la matière compte. Le logiciel, il y aura toujours de la matière pour l'exécuter, de toute manière. Mon propos est de dire qu'il faut mutualiser un maximum, optimiser un maximum, et rentrer dans cette économie circulaire le plus local possible en premier. Et puis après, on supplée, parce qu'à un moment, les gens voudront quand même manger du chocolat, et ça, pour l'instant, on ne le produit pas en Île-de-France. C'est un point, mais aujourd'hui, pour pouvoir faire tourner un logiciel, aujourd'hui, on fait gagner de l'argent aux Chinois. Parce qu'on va acheter le PC, la puce, le matière. Et donc, aujourd'hui, on est tellement dépendant des autres, même si plus on développe de logiciels, plus les autres font de l'argent. Donc les Américains et les Chinois. Donc nous, aujourd'hui, du fait qu'on développe des logiciels, on crée de la valeur chez les autres. Et c'est parce qu'on n'a pas toute la chaîne de production. On ne crée pas de la matière qui peut tenir on ne crée pas de cerveau qui peut tenir ces logiciels.
Et donc c'est ça, aujourd'hui, on a les Chinois et les Américains qui détiennent 90% du cloud, de l'intelligence artificielle. Il y a en Europe, il n'y a que 9 sociétés qui fournissent des puces d'intelligence artificielle. Aux États-Unis, il y en a 64, et en Chine, il y en a 32. Alors les Chinois, ils poussent pour rattraper les Américains, mais nous, on n'en a que 9 en Europe. Alors Et moi, donc, je réagis tout de suite à ce que tu dis, c'est important parce que là, on a le fond du problème. Alors déjà, il y a une première problématique géostratégique, c'est est-ce que vraiment il faut plus travailler avec les Chinois? Voilà. Moi, je ne suis pas certain, je pense même le contraire. Je pense que l'Europe a tout à jouer à pas rentrer dans le jeu des Américains et à créer des blocs les uns contre les autres. Parce que là, on va rater. Mais au-delà de ce domaine-là, dont je ne suis pas spécialiste, je donne un avis personnel sur ce sujet-là. En revanche, là où je suis beaucoup plus spécialiste, c'est justement sur cette logique de la matière. C'est-à-dire que aujourd'hui, bien évidemment, il faut de la matière pour du logiciel, mais il faut sortir de cette logique de stock et de produits physiques pour entrer dans une logique de flux et de services. Alors, évidemment, qui dit des services ne veut pas du tout dire qu'on ne se rend pas autonome sur la partie hardware, sur la partie physique. Au contraire, ce serait mieux. Mais je ne suis pas certain que la valeur, elle part aux Chinois quand on utilise finalement un composant qui devient une commodité, et de plus en plus une commodité, parce que quand on regarde combien coûte le composant de base pour faire une caméra, prenons un thermostat, la baume d'un thermostat, c'est la baume, ce qu'on appelle, c'est les composants qu'il faut pour fabriquer un thermostat dans le bâtiment, on est à 12 €. Il est vendu 150 € le thermostat. Mais qui prend la différence? Ce n'est pas celui qui vend les 12 €. C'est celui qui le vend en tant que service. Je ne suis pas forcément pour les thermostats, puisque je suis plutôt pour les supprimer en disant on prend le composant à 12 € et puis le thermostat, on le virtualise, c'est ça mon propos. Mais ce que je veux dire, il faut bien regarder la chaîne de la valeur. Et la chaîne de la valeur, oui, composant physique, qui dure le plus longtemps dans le temps, pour éviter l'obsolescence programmée ou pas, je ne sais pas si c'était programmé, mais en tout cas l'obsolescence rapide, et générer du service par l'économie de la connaissance, par l'économie de l'échange sur la donnée. Et l'avantage de la donnée, c'est que quand je te donne, moi, une information, je ne m'appauvris pas, et pourtant on a créé de la valeur. Et j'insiste sur ce point, je ne suis pas contre l'économie de la matière, bien évidemment. On est dans un monde physique et on le sera toujours. Il faut simplement limiter la consommation de matière ou s'assurer qu'on soit dans quelque chose qui est une économie circulaire. Si mon déchet est une ressource pour un autre, j'ai pas de problème. Mais si on crée des déchets qui ne sont jamais des ressources pour autre chose, il faut rentrer dans cette économie de diminution des déchets. Bien sûr. Je trouve ça très très intéressant. On va revenir parce que je vois plein de réactions justement qui se lèvent. J'aimerais peut-être juste avoir un petit commentaire de vous, Monsieur Béharé, et peut-être aussi de Monsieur Lanoux en ligne. On parle justement de comptabilité ici, donc d'apport finalement de comptabilité financière, enfin, voilà, c'est-à-dire ou même juste matériel. Comment est-ce que on peut, pour une usine du futur by design qui serait construite sur ce principe d'économie chez nous, comptabiliser justement les flux qui soient extérieurs. Vous disiez au tout début que dans l'industrie du bâtiment, justement, 65% viennent de la construction. Finalement, la construction de l'usine elle-même sera probablement le plus grand apport qui serait contraire potentiellement aux enjeux environnementaux. Donc comment est-ce qu'on comptabilise un petit peu ces apports et ces besoins en matière qui sont extérieurs, qui viennent potentiellement d'autres pays, on a mentionné la Chine, dans la construction de notre usine du futur. Finalement, est-ce que si on la fait verte by design chez nous, est-ce qu'elle ne sera pas de façon impossible verte by design de façon absolue, étant donné que d'autres chaînes de valeur rentrent en compte? Pas simple celle-là. Pas simple parce qu'il n'y a pas de réponse absolue. Ça va être des modèles différents, mais ça rejoint exactement ce qui vient d'être dit au final. Hein. C'est sur la création de valeur et ce que l'on en fait. Je vais plutôt m'appuyer sur un exemple au départ. Et là, j'y peux rien. Je remercie Christian, à la limite, côté Ensam, donc pragmatique et attaché plutôt à l'histoire. Donc c'est la machine et le physique qui me drive. Mais je dis, je suis old generation là-dessus. Hein. Et donc l'apport du numérique, je vois bien ce qu'il peut nous apporter. Donc un exemple. Et à nouveau, je m'inspire de ce que j'ai entendu. J'achète un lave-vaisselle. Alors indépendamment du fait qu'il n'y ait pas la puce disponible aujourd'hui. Aujourd'hui, j'achète un appareil électroménager, j'ai un indice de réparabilité. Donc pour le client, je veux dire,
très bien. Enfin, c'est un choix qui peut le guider dans sa démarche, un développement durable. Maintenant, pour le fabricant, ça implique quoi? Ça impliquerait, de base, stockage de produits qui sont datés. Ils s'engagent sur X années. Logistique, chaîne de production dédiée, souvent des lignes qui vont être spécifiques. Donc là, on serait purement antagoniste avec l'objectif. Maintenant, les technos actuels, donc là je vais devenir physique, la robotique innovante, on va l'appeler comme ça au sens large, ça intègre je veux dire toutes les technos numériques, je les intègre dedans. L'intelligence artificielle, la gestion, l'analyse de données des grands flots de données, le jumeau numérique qui fait le pont au final entre les deux mondes. Cette robotique par nature est flexible, elle permet cette agilité. Donc tout bêtement, je veux dire à la demande client, c'est une reconfiguration beaucoup plus agile, beaucoup moins d'empreintes au sol, donc les dimensions sont plus les mêmes pour l'usine du futur. Le type de bâtiment est plus forcément le même, et je viens reconfigurer l'élément de ligne dont j'ai besoin pour produire la pièce qui va venir réparer mon lave-vaisselle. Donc encore une fois, ça ne répond pas dans l'absolu à la question, mais ça donne un indicateur que, je vais reprendre le terme comme quoi je ne le déteste pas, ça concilie tout, le numérique, le physique et le développement durable. Donc l'équation est possible, on peut la résoudre. Très clair, très très clair. Et donc peut-être sur cette question justement d'agilité, d'interopérabilité, moi je trouve ça très 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 intéressant. Je vais peut-être donner la parole à Monsieur Lanoux. C'est jamais facile d'être en distanciel quand ça fuse ici sur le plateau. Monsieur Lanoux, justement, on donnait l'exemple tout à l'heure de L'Oréal qui s'était bien adapté, qui était l'un des exemples d'entreprise s'étant bien adapté à la crise pandémique, qui a su avoir cette agilité. Est-ce que ça c'est quelque chose justement qui est crucial pour la construction de l'usine du futur, verte by design, comme on le dit depuis le début? Ah oui, non, c'est de toute façon aujourd'hui fondamental. Mais il faut, je reviendrai un petit peu sur deux, trois éléments et je réponds à votre question. La première chose, c'est que tout ça, ça part quand même d'une ambition forte de l'entreprise d'aller dans ces dynamiques-là en se fixant des objectifs ambitieux, cohérents et surtout pragmatiques et atteignables. Donc ça, c'est toute la construction de la stratégie de l'entreprise, elle est hyper forte et c'est vrai que on a eu chez L'Oréal plusieurs séquences avec depuis 2005 des ambitions et des objectifs très clairs et qui s'est concrétisé là avec un programme qui s'appelle L'Oréal for the Future qui est jusqu'à 2020-2030 avec des objectifs très clairs sur toute la chaîne de valeur. Donc ça, c'est un premier point. Et après, pour clôturer sur ce sujet local, c'est aussi ces objectifs-là, ils sont globaux pour l'entreprise d'un point de vue mondial, mais avec évidemment des solutions, notamment environnementales, locales à mettre en œuvre. Ce qui est important, un exemple pour démontrer aussi que c'est possible, entre 2005 et à 2019, le groupe a globalement augmenté ses volumes de production de 37% et en parallèle a baissé ses émissions de CO2 en valeur absolue de 78%. Donc, c'est possible de décorréler les volumes de production des émissions de CO2 si on parle des émissions de CO2. Dans la construction des usines, il y a un peu de choses parce qu'une usine verte by design, il y a quand même déjà beaucoup d'usines dans le groupe, pour prendre notre exemple, mais qui existent. Des constructions d'usines, c'est un peu plus, c'est moins fréquent. Donc évidemment, les nouvelles usines vont être construites avec tous les nouveaux standards et toute cette dynamique locale d'écosystème, de solutions, d'outils, de numérique pour pouvoir être la moins consommatrice d'énergie. Et puis il y a toutes les usines qui existent sur lesquelles on travaille tous les jours avec les solutions numériques qui nous aident beaucoup. Alors évidemment, on ne met pas des capteurs partout parce que vous avez très bien souligné le point que c'est impossible ensuite de gérer les données, mais deux, c'est aussi consommateur d'énergie. Donc, il faut trouver le juste équilibre entre aller chercher, grâce aux technologies, les solutions qui nous permettent de réduire notre consommation d'énergie. Ça, c'est la première chose. Réduire. Au bout d'un moment, et quand on n'a plus de solutions aujourd'hui et qu'on en trouvera certainement dans les années futures des nouvelles, on substitue avec de l'énergie fossile vers de l'énergie renouvelable. Donc ça, par exemple, c'est un enjeu en 2025. Tous les sites d'ici à 2025 travailleront l'efficacité énergétique et utiliseront 100% d'énergie renouvelable pour atteindre la neutralité carbone sur l'ensemble des sites du groupe. Donc c'est des objectifs qui sont, vous voyez, clairs avec, encore une fois, des applications et des solutions locales. Mais ça va au-delà de ça. On parlait de toute la chaîne de valeur. On a nos fournisseurs de matières premières,
de composants, sur lesquels aussi on a un rôle en tant que entreprise mondiale de les accompagner dans cette transition-là, parce que la chaîne, elle est longue. On prend un produit de cosmétique, en effet, il y a les matières premières, il y a toute la partie production, mais il y a aussi la partie utilisation du produit. Et là aussi, il va y avoir un travail qu'on a commencé à mener et qu'on continuera depuis des années et qu'on continuera dans les années suivantes, c'est d'éduquer aussi le consommateur à utiliser de façon responsable son produit. Donc, vous voyez, il y a sur toute la chaîne, on parle de l'usine là, mais s'il faut parler du produit, il faut un produit qui répond aux besoins du consommateur. Et là, je reviens sur votre thème de l'agilité. Aujourd'hui, le consommateur qui est beaucoup plus connecté, beaucoup plus capable et qui a besoin et qui a envie d'avoir un tas d'informations sur son produit, qui est capable de changer évidemment de besoins et de façon beaucoup plus volatile qu'à une époque, on a besoin d'avoir des outils industriels et une supply chain et une chaîne de la valeur qui est beaucoup plus agile. Donc ça, les outils numériques sont des outils essentiels à cette transformation. Ces outils numériques sont aussi essentiels à la transformation de la façon dont on produit, pour encore une fois répondre à un besoin d'agilité fort qu'ont aujourd'hui nos consommateurs. Donc, il faut le voir vraiment, partir du produit, voir les besoins et voir comment nous, on est capable. Et on s'y emploie tous les jours avec beaucoup de conviction et beaucoup d'envie et surtout de conviction, encore une fois, à répondre à tous ces enjeux. Très très clair. Merci beaucoup, Monsieur Lanoue. Alors ça soulève pas mal de choses. Peut-être pour revenir sur l'un des aspects que vous avez soulevé, c'est la part du consommateur, finalement, du produit, dans cette construction d'une usine verte et d'une industrie verte by design, comme on le dit depuis le début. Ça rejoint un petit peu ce que vous disiez, je pense, Monsieur Mousson, sur le narratif, sur la perception qu'ont les gens de cette industrie. Qu'est-ce que finalement, construire une industrie by design, c'est pas seulement œuvrer avec les acteurs industriels, mais c'est aussi embarquer le consommateur dans cette consommation responsable des produits qu'il a derrière, et qu'il n'ait pas seulement conscience de la façon dont ils sont faits, mais la façon dont il faut les utiliser aussi derrière. Tout à fait d'accord avec notre ami qui vient de parler. Le consommateur doit être éduqué, mais bon, j'ai pas de souci. Quand on voit les jeunes aujourd'hui, ils sont, comme tu l'as dit, ils sont déjà éduqués. C'est eux qui nous éduquent à la limite et qui doivent éduquer les industriels. Donc j'ai pas de problème. Alors j'ai plus un problème par rapport effectivement à la manière dont les entreprises vont devoir s'adapter. Parce que tout ça, ça a un coût. Ça veut dire derrière moins de bénéfices. Tu parlais d'Emmanuel Faber dans un autre grand groupe. Il avait une politique RSE très, très ambitieuse. Le problème, c'est que cette politique ambitieuse s'est traduite par une baisse des résultats. Bon, et les actionnaires ont dit, écoutez, non, ça ne peut pas aller. Donc, comment faire ? Comment aider les industriels ? Et derrière, quand je parle des actionnaires, c'est aussi vous et moi, c'est les épargnants qui ont investi dans des OPCVM et qui veulent avoir aussi une rentabilité. Je pense qu'il y a une prise de conscience européenne. Je vais revenir un peu sur l'Europe. L'Allemagne est plus impactée que nous, quelque part, par cette révolution. Parce qu'elle a 24% de PIB dans le domaine industriel. Donc elle doit s'adapter, elle doit décarboner, et on sent un changement de discours au niveau de Madame von der Leyen pour dire il faut de l'argent pour l'industrie, on parle de souveraineté, on parle de chaîne de valeur au niveau européen. C'est au niveau européen que ça doit se dérouler. Et alors que jusqu'à présent, les Allemands étaient dire non, pas de politique industrielle, c'est un gros mot, on laisse ça au marché, on sent bien qu'ils ont pris conscience qu'il était important, aussi bien en termes de recherche, en termes de souveraineté industrielle, de faire des choses au niveau européen. Donc là, je suis assez optimiste, on est à la Maison de l'Europe, pour que... On a un très bon, en plus, commissaire européen, Thierry Breton, qui connaît bien ces sujets-là, pour que l'Europe nous aide. Voilà, je pense à l'Europe, et puis je pense également aux collectivités locales, aux régions, aux métropoles. Encore une fois, quand je les appelle pour monter des rencontres Renaissance industrielle, ils disent tout de suite oui.
Parce que, et ce n'était pas le cas il y a 10 ans, 20 ans. Ils ont conscience qu'ils ont un rôle à jouer. Et ça, c'est plutôt, voilà, je suis plutôt optimiste. Très clair. Alors, Là, on travaille justement à un projet franco-allemand avec Richard, et j'étais surpris que ça fonctionne aussi bien. Mais non, mais avec pourquoi? Parce qu'avec d'habitude, ils veulent faire les Allemands. Alors, je travaille pendant 20 ans dans une boîte allemande qui s'appelle KUKA. Les robots, et donc eux, moi j'arrive tout seul, j'ai pas besoin des autres. Mais aujourd'hui, il y a une motivation déjà des États à être plus en lien ensemble. Et cette démarche du projet franco-allemand, où il y a des fonds franco-allemands, c'est pas européen, hein, c'est l'État français et l'État allemand qui mettent de l'argent sur ce projet. Et donc c'est en direct. Et moi je trouve ce projet intéressant, parce que des projets européens, c'est un peu dilué. Et là, c'est vraiment de rassembler des forces entre les deux pays. Et ça, je trouve ça pas mal. très intéressant. Peut-être pour faire un commentaire par rapport à ça, on parle souvent de tandem franco-allemand dans énormément de domaines. Est-ce que l'industrie, c'est pas l'un des domaines où c'est le plus compliqué de mettre justement cette coopération en place, du fait de ces deux niveaux? Un pays comme la France, qui a encore des services relativement développés, une industrie beaucoup moins présente qu'en Allemagne, alors qu'à l'inverse, voilà, l'Allemagne, on parlait des 24%, M. Mousson, justement, du PIB qui vient de l'industrie. Est-ce que finalement, c'est pas l'Allemagne qui tire la France dans ce binôme? Alors, pour emmener peut-être l'Union européenne ensuite dans des projets plus globaux, est-ce que c'est une bonne chose est-ce que c'est un bon levier pour mettre en place une industrie européenne forte, verte, sociale? Voilà. Est-ce que le tandem franco-allemand fonctionne bien, finalement, de ce point de vue? L'Europe ne fonctionne que si l'Allemagne et la France sont d'accord. Donc là, je pense que l'Europe s'est rendu compte avec la pandémie qu'il y avait un sujet. La France aussi s'en est rendu compte. Hein. On parlait des vaccins, production de vaccins. On a une très bonne recherche, mais à l'arrivée, on n'a pas pu trouver un vaccin, alors que Pasteur est né chez nous. Bon, quand on voit l'argent qui est dépensé en recherche aux États-Unis et l'argent qui est dépensé en recherche en Europe, on voit bien qu'il y a nécessité d'avoir des grandes agences de recherche qui travaillent avec l'industrie au niveau européen. Il y a une barda européenne, j'espère qu'elle va pour justement être beaucoup plus réactive et permettre de faire le lien entre une recherche de bon niveau qu'on a et puis une industrie. Je pense qu'on a l'occasion de revenir là-dessus, mais on a un sujet qui est l'enseignement supérieur et la recherche et le lien avec l'industrie. On n'a pas cette culture de lien entre l'université, en tout cas récente, l'université et les grandes écoles. C'est mieux pour les grandes écoles, mais l'université, c'est pas le cas. Et puis l'entreprise. Et on manque de lien également entre les chercheurs et l'entreprise. C'est culturel. Et là, on a vraiment beaucoup de travail à faire, même si c'est en train de changer. C'est différent en Allemagne. Hein. En Allemagne, la recherche est complètement impliquée dans l'usine, quoi. Eh bien, c'est bien pour ça qu'on a un sujet, voilà, et qu'il faut que les universitaires s'ouvrent. Hein. Moi, j'ai connu une université où on ne voulait pas avoir de lien avec l'entreprise. C'était pas le sujet, c'était un monde différent. Et là, ils n'ont pas le choix parce qu'ils vont chercher l'argent dans les entreprises maintenant. Ouais. Oui, je vais globaliser tout ce qui a été dit au final. Non, mais je rejoins totalement. Alors oui, le projet franco-allemand, c'est un très beau projet. Je veux dire, ce qui ressort de ça, quand on compare Allemagne et France, on peut afficher du différentiel en nombre. Maintenant, j'insiste, hein, la qualité de notre recherche a absolument pas à rougir. Sur l'innovation robotique numérique, absolument pas. Et c'est pour ça d'ailleurs que ce type de projet fonctionne bien. Les premiers échanges qu'on a pu avoir entre nous, il n'y a pas de problème de compréhension, on est sur les mêmes niveaux de compréhension. Donc c'est important de le dire. Il faut aussi rassurer, je veux dire, à la limite, les jeunes générations pour se dire, j'ai pas à rattraper de gap de ce point de vue-là. Je peux suivre une éducation qui est top niveau. C'est ce qu'on va en faire, qui peut être différent, qui peut être adapté à notre société. Maintenant, sur le côté allemand, oui, la différence, c'est le fonctionnement Fraunhofer, qui est historique et qui permet de rassembler tout ce qui a été évoqué. J'ai le lien naturel entre l'entreprise. Généralement, elles sont hébergées quand elles sont en mode spin-off.
Les grands groupes viennent faire alors, ce que l'on appellerait chez nous, je vais dire, des labos communs. Mais là, c'est naturel. Enfin, les flux financiers entre les lenders et ces Fraunhofer se font plus naturellement. Ça, c'est établi. Donc, je vais mettre dans la tête d'un étudiant, mais un étudiant qui arrive dans un Fraunhofer, il n'y a pas de cloison entre je rencontre un industriel, je rencontre un chercheur pur en IA qui serait un mathématicien pur. Donc pour lui, tout est accessible. Et il peut avoir cette approche transverse qu'on évoquait tout à l'heure, hein, pour faire le lien entre... C'est ce que tu essayes, tu es un mini Fraunhofer, toi, dans ton labo. À notre échelle, on va dire... Alors, je vais représenter l'école au global. On va dire on a beaucoup de laboratoires qui ont développé... Enfin, le lien, il est historique, puisqu'on produit... Là, il y a un produit de l'école. On produit des gens qui sont destinés à l'industrie. Donc, le lien, il a toujours été là. Maintenant, il s'est renforcé, je veux dire, depuis 20 ans. Hein, aussi parce qu'il fallait aller chercher des fonds. On va être clair. On produit les têtes bien faites que viennent chercher nos partenaires industriels. On a des mètres carrés, on a du savoir-faire. Donc, on leur développe des démonstrateurs, du prototypage. On couvre une partie du risque, on va dire, et on monte en niveau de maturité des technologies. Et donc, ce qui a évolué ces 20 ou 10 dernières années, c'est le niveau de maturité qu'on attend de nous. Aujourd'hui, on est sur... on parle de TRL dans l'aéronautique, mais je vais dire globalement, on est sur des maturités qui sont quasiment pré-industrialisation. Alors que, historiquement, en laboratoire de recherche, on était plutôt sur du concept avancé et on se disait j'ai fait mon boulot. Après c'est les autres, mais il n'y avait pas les autres. Il y avait le partenaire industriel qui attendait à l'autre bout, qui dit mais je fais comment moi? Donc là on a énormément de projets où on arrive en parallèle d'un intégrateur ou ça peut être intégré par le partenaire lui-même et ça, je veux dire ça finit, c'est un mauvais terme, ça arrive en production directement. Donc ça, c'est très valorisant. C'est la partie la plus dure, hein, les derniers miles. Hein. C'est-à-dire que d'avoir un truc qui vient de la recherche et de l'appliquer vraiment et qui soit fiable dans l'usine, ça peut passer 3-4 ans. Donc d'écrire un papier, d'avoir un papier écrit et de le mettre en usine et qui fonctionne, ça peut passer 3-4 ans. Alors chez Kuka, on avait développé un produit incroyable, ça a mis 7 ans. Un robot industriel avec collaboratif, ça a mis 7 ans à le mettre en usine. Mais peut-être, il y a quand même des outils intéressants sur les partenariats, industrie et labo. Bon, nous, on a toujours une ou deux thèses chiffres. C'est un programme, effectivement, pour former les docteurs. C'est effectivement l'étape d'après qui est compliquée. C'est-à-dire qu'effectivement, tant que les référentiels pour les labos seront davantage le nombre de publications pour avoir des budgets que véritablement le nombre d'applications industrielles, c'est là où il y a un effet pervers de mon point de vue. Cette obsession de la publication versus finalement l'application industrielle. Alors, ce que je dis n'est pas valable pour la recherche fondamentale. Hein. Là, c'est un autre problème. On ne veut pas financer le fondamental parce que on ne sait pas à quoi ça sert et justement, il n'y a pas d'application. Alors que c'est fondamental, le nombre de choses qui ont été des découvertes qui ont donné plein d'applications industrielles sans que la personne qui travaillait dessus ne l'ait envisagé est importante. Mais là, il y a effectivement un problème d'articulation à un moment. Quand il y a quelque chose qui est prêt ou pré-industriel, tel que tu le dis, comment on le finance? Et ça, c'est souvent la création d'une start-up ou d'un démarrage. Et il y a des fonds d'amorçage pour ce genre de choses. Il n'y a pas la deuxième étape. C'est le problème aujourd'hui, c'est-à-dire l'entreprise qui n'a pas encore complètement prouvé son modèle économique, mais qui a fait déjà la première étape, ne trouve pas ici, contrairement aux États-Unis, les fonds pour vraiment industrialiser, qui est souvent une marche assez importante. Peut-être la deuxième chose, je voulais réagir tout à l'heure sur l'Europe. C'est pas que le duo franco-allemand. Je veux dire, l'Europe, c'est vraiment que c'est important et il y a quand même des succès extraordinaires. Il faut quand même rappeler Airbus et surtout Ariane et l'ESA. Le début des partenariats européens sur la conquête spatiale, ça a été quand même un échec. C'était les Allemands, les Italiens, les Français qui ont fait chacun leur bout. Ils l'ont empilé, ça n'a jamais décollé ou alors ça a explosé. Et puis finalement, ça n'a fonctionné que sur une vraie collaboration.
Et à un moment, on aurait pu se dire, les Américains sont tellement en avance, sont même atterris, les Russes aussi, ils sont allés sur la Lune, etc. C'est pas pour nous. Et ça, c'est, de mon point de vue, l'erreur à pas de faire aujourd'hui par rapport aux grandes plateformes et aux GAFAM, pour pas les citer, les BATX demain côté chinois. C'est-à-dire qu'au moment où on se parle, rien n'est perdu. L'Europe peut tout à fait reprendre de l'avance et avoir une souveraineté sur quoi? Sur évidemment le cloud, sur évidemment les moteurs de recherche. Il faut simplement s'y mettre, se coordonner. Et comme on a finalement, avec Ariane, repassé devant les Américains qui ont eu des déboires avec leur navette, certes, ça a aidé, eh bien, on peut tout à fait le faire au niveau européen, mais ça ne se fera pas sur chacun dans son coin. Ça se fera forcément avec une coordination globale. Bien sûr, très très clair. Et l'apport justement des grandes entreprises, je pense, est clé dans ce domaine-là. Peut-être justement pour redonner la parole à Monsieur Lanoux qui est à distance sur cette thématique. L'Oréal qui est quand même l'un des grands groupes français les plus connus mondialement, justement, comment s'articule justement ce partenariat et ce travail avec la recherche académique, plus ou moins appliquée. On a vu qu'il y avait eu avec Monsieur Béharé une sorte de transition qui a été faite vers des produits qui sont de plus en plus finis et pas clés en main, mais plus aboutis pour l'industrie. Est-ce que ça, c'est justement une dynamique que vous avez vue et que vous avez constatée dans les années passées? Et petite question un petit peu boîte de Pandore, est-ce que l'échelle de temps, on en parlait avec M. Verbruge, 7 années pour développer un nouveau robot, est-ce que cette échelle de temps est compatible avec nos enjeux justement environnementaux, puisqu'on parle d'usine verte by design, mais finalement, on lit le rapport du GIEC, on a l'impression que l'urgence est là. Est-ce qu'on a 7 années pour développer un nouveau robot pour une industrie qui sera verte? Non, c'est une très, très, très bonne question et très juste, qu'on se le dise. On a quand même globalement deux choses. Un, on parlait tout à l'heure de est-ce que c'est la rentabilité des entreprises, etc. De toute façon, je pense que c'est pas une question de se dire que si on fait rien, on sera encore rentable demain. Alors peut-être qu'on sera encore rentable quelques années, mais ça ne durera pas. Donc, il y a besoin de changer les choses et de passer en action. On a évidemment cette ambition des plus 1,5 degrés, dont tout le rapport du GIEC est très clair et sur lequel il démontre aussi qu'on a 10 ans là pour accélérer, faire des choses, faire des actions, avoir des résultats. Et 10 ans, c'est très court. Donc c'est une urgence de se mettre en action tous et de trouver des solutions. La solution, elle n'est pas unique. Chaque acteur, chaque industrie va avoir des difficultés, des problématiques, un contexte qui va être différent. Donc imaginer une solution unique, non. Par contre, et c'est là, je rejoins complètement ce que vous disiez plus ou moins tous, mais c'est comment on arrive, chacun dans son secteur, à combiner un certain nombre de solutions, qu'elles viennent de l'Europe, qu'elles viennent de l'État, qu'elles viennent de l'écosystème, qu'elles viennent des universités, qu'elles viennent des écoles. Peu importe en fait. L'important, c'est qu'on arrive, que chaque entreprise dans son secteur, dans son contexte, arrive à trouver, qu'on arrive à simplifier les démarches, qu'on arrive à mettre ensemble les gens pour qu'ils soient capables de créer des solutions dans un laps de temps qui est ultra court. Donc, on n'a pas trop le temps. Ce dont on a besoin, c'est de mettre en œuvre un process, en tout cas une organisation, pour accélérer la recherche de solutions, la mise en œuvre de solutions et les résultats. Donc, c'est encore une fois, je pense qu'il faut plus penser, voilà, la solution on la trouvera avec une organisation qui a été comme ça pendant des années. Ça fonctionne encore, mais on a aussi besoin de combiner d'autres outils, d'autres manières de faire pour pouvoir, encore une fois, libérer la créativité des personnes, trouver des solutions concrètes aux problématiques qu'on a et avoir des résultats. Parce que, en effet, si on met 20 ans à trouver... Il y aura des choses. C'est aussi une conjugation un peu d'un temps court pour mener des actions, mais aussi d'avoir aussi une visibilité à moyen et long terme pour pouvoir prévoir encore ce qui se passera les années suivantes. Mais si on se concentre là sur les 10 prochaines années, il y a quand même une urgence à trouver des solutions et cette urgence, elle passera par la coopération entre tous les acteurs, la recherche de solutions concrètes, la mise en œuvre et l'obtention de résultats. Très très clair. Merci beaucoup Monsieur Lanoux. Alors, je me fais mettre des horloges juste pour qu'on ne se perde pas, donc il nous reste 10 petites minutes pour continuer notre échange et beaucoup de sujets à traiter. Je vois qu'on n'a pas encore de questions du public, donc je vais peut-être en profiter pour ouvrir dans la série des boîtes de Pandore peut-être 2 nouvelles questions. Commencer tout d'abord, on parlait tout à l'heure de nouvelles constructions, de solutions numériques dans les nouvelles usines. On parle ici d'usines vertes by design, donc en fait finalement que des choses nouvelles. Qu'est-ce qu'on fait des usines qui sont déjà en place? Donc partant des friches industrielles,
si on part des zones les moins utilisées jusqu'aux usines dont finalement la transition peut-être coûterait beaucoup plus cher financièrement, matériellement, environnementalement. Comment est-ce qu'on fait cette transition pour justement ces constructions particulières qui ont un traitement différent de celles qui vont sortir de terre dès aujourd'hui? En tout cas, ce que je peux dire, c'est que bon, pour ce type d'usine, ça a représenté un coût énorme, et que ce qu'il faudrait éviter, c'est des réglementations qui tombent de Bruxelles, de Paris, des obligations. Si c'est brutal comme ça, parce que justement il y a un délai qu'il faut faire ça vite, on aura une désindustrialisation. Faut pas les entrepreneurs dire tant pis, voilà, on délocalise, on ira peut-être voir ailleurs, mais on peut plus le faire en France. Voilà. Donc il faut, à mon avis, que l'État et l'Europe prennent conscience qu'il faut aider les entreprises à se décarboner. Et voilà, il n'y a pas d'autre solution. Il faut aussi peut-être que le système financier joue son rôle. On a vu que l'État a été capable de mettre des sous, quoi qu'il en coûte, pour les problèmes sanitaires. On n'en a plus beaucoup, donc c'est un peu compliqué. Mais dans ce domaine-là également, ce sont des investissements pour le futur. Voilà. Complètement. Peut-être, oui, par rapport... En fait, les usines ont le même problème que tout tissu bâtimentaire. C'est-à-dire, peu importe que ce soit une usine ou un bâtiment, c'est-à-dire la première chose, c'est pour l'existant. Effectivement, il y a urgence. Hein, Monsieur Lanoux le disait tout à l'heure, il y en a 10 ans. Donc déjà, il va falloir former une filière pour rénover tout ça. Et c'est très important qu'on la forme vite, parce que sans cette filière, on peut inventer tout ce qu'on veut, on n'aura pas la capacité de déploiement. Mais la première chose, c'est la réduction des besoins. C'est-à-dire comment il y a une réflexion sur la réduction des besoins avant de dire qu'on interagit. La deuxième chose, c'est l'optimisation des processus. Là, l'agilité, encore une fois, dont on parle depuis tout à l'heure, elle est absolument indispensable et effectivement peut concerner toutes les industries. On n'est pas obligé de faire de nouvelles industries. C'est à chaque industrie de se poser les bonnes questions. Et finalement, il ne s'agit pas de dire je vais faire un autre métier. C'est très dur de changer de métier. Les gens continueront toujours, parce que c'est dans leur ADN, de faire le métier qu'ils font. La difficulté maintenant avec le numérique, puisque c'est quand même le thème que l'on a aujourd'hui, c'est de se poser la question de comment j'intègre le numérique dans mon métier. Et les deux exemples célèbres, moi je le rappelle toujours en conférence, c'est Kodak. Kodak qui avait tous les brevets sur le numérique, le CD photo, etc. À un moment, c'est dit, fondamentalement, c'est quoi mon métier? Et a dit, mon métier, c'est la chimie. La suite, on la connaît. Et à côté de ça, il y avait un acteur américain dont le métier qui était le plus gros logisticien nord-américain de fait, parce qu'il livrait des cassettes vidéo, des CD pour que les gens se divertissent à la maison. Voilà. Et ce logisticien, je l'appelle comme ça volontairement, à un moment aurait pu se dire, avec les plateformes, tout ça, je vais travailler pour de la logistique dans un autre secteur. C'est pas ce qu'ils se sont dit. Ils se sont dit, non, mon métier, c'est de divertir à la maison. Et cet acteur s'appelle Netflix. Voilà. Donc là, on est dans deux exemples opposés, un peu caricaturaux, j'en conviens, mais qui posent bien le problème de chaque industrie doit se dire, c'est quoi mon métier et comment j'évolue, pas uniquement avec la contrainte du numérique, même si moi c'est mon sujet, donc j'ai tendance à le surreprésenter dans mon discours, mais évidemment avec les problématiques environnementales et évidemment avec les problématiques sociales qui vont avec. C'est ça la vraie question. Mais la question de base pour rénover les usines et pour répondre à la question, c'est évidemment déjà de se poser la question du métier qu'on fait dans cette usine. Très très clair. Et justement, alors dans cette idée, j'ai une question qui nous vient du public et qui rejoint exactement ça, qui est si nous pensons que les programmes scolaires n'enseignent pas les technologies les plus récentes, serait-ce une solution alors d'investir davantage dans ce secteur pour l'éducation des plus jeunes? Je pense qu'on a déjà commencé à en discuter. Ce qui est intéressant dans cette question, c'est peut-être qu'elle ramène l'échelle. On a parlé d'enseignement supérieur. Est-ce que finalement l'enjeu se joue même encore avant et donc descendre dans les générations encore précédentes? Alors, je vois plusieurs à hocher la tête, donc peut-être M. Berry. Oui, enfin, à la limite, on a tous eu des enfants, donc on peut tous...
Alors là, je vais prendre... Ouais, ma femme est instite, donc je vais Ok, prendre très ce bien. point de vue-là. Je connais les extrêmes, j'ai pas le milieu. Mais oui, naturellement, ça commence dès le premier âge. Enfin, on le sait, je veux dire, pour tout. Pour les langues, c'est la même chose. Problème toujours pas résolu, ça. Hein. On fait pas vraiment des langues étrangères. Ça commence. Mais on n'est pas... Ouais, les jeunes, ils commencent à parler anglais. Ça commence. Parce qu'on les envoie à l'étranger, ils sont même obligés de se débrouiller, mais on pourrait avoir un système plus efficace. Mais sur les technologies, oui. C'est plutôt à l'appréciation pour l'instant. C'est pas poussé. On incite. Mais donc, je vais dire à l'appréciation de l'enseignant lui-même. Ça veut dire de sa connaissance lui-même des technologies. Moi, j'ai contaminé la mienne pour qu'elle puisse utiliser des petits systèmes. Alors, pas celui qu'on a... Non, pas celui qu'on a pu co-développer. Il est un petit peu trop haut niveau, mais pour que ce soit accessible. Et effectivement, le retour est immédiat. Enfin, on va pas tous en faire des numériciens. C'est pas ça le... Mais au moins qu'ils soient au fait de ces technos. Oui, mais là, tu poses un point, c'est pas les jeunes, c'est les parents. Et donc, il ne faut pas éduquer les jeunes, oui, c'est les parents qu'il faut éduquer d'abord. Mais c'est la difficulté. Je l'introduisais au départ, moi-même, j'ai dû me former à ces choses-là. Donc là, on n'est pas... Attaquer les jeunes, c'est ce qui est plus simple. On les fait baigner dans des éléments. Mais en général, c'est les parents qui influencent la direction des jeunes. Hein. Et donc aujourd'hui, c'est pas éduquer les enfants, parce que c'est les parents qui vont, je l'ai vu, j'ai 2 garçons, ils savent pas quoi faire, donc c'est par rapport à ces parents qui vont évoluer. Donc, je suis ingénieur, ils ont fait ingénieur, quoi, et donc c'est par l'éducation des parents que ça va passer. Alors, il y a un autre point, j'ai un fils de 3 ans, et hier, il a appris à trier les poubelles. Et on lui a dit en cours, tu as appris à trier les poubelles, mais quand tu vas chez toi, tu dis aussi aux personnes qui sont chez toi qu'il faut faire ça. Et donc, on leur demande d'éduquer aussi en famille. Et ça, c'est génial. C'est que c'est aussi les petits qu'on commence à éduquer sur le tri. Le tri, c'est les Gilbert. Et ça percole dans les deux sens. Exactement. Là, on gagne surtout parce qu'on responsabilise l'enfant vis-à-vis de ses parents. C'est un bel exemple. Ouais. C'est un très bel exemple. Mais c'est vrai que c'est la première fois dans nos civilisations que les enfants expliquent aux parents. Voilà. Alors ça, qu'est-ce que ça va donner? On n'en sait rien. Mais je suis d'accord avec toi. L'éducation, c'est comment on se comporte. On est 100% d'accord. Et je te rejoindrai assez sur le fait que le problème, c'est pas les enfants, c'est effectivement tous les adultes. Là, en ce moment, il y a des projets de loi qui traînent, comme les Chinois, pour interdire les écrans aux moins de 12 ans. Je plaisante pas. Hein. C'est en train de circuler là. Voilà, on est dans le fond du problème. Le problème, c'est pas de l'interdire. D'ailleurs, la prohibition aux États-Unis, ça n'a pas empêché de boire de l'alcool, mais c'est plus un problématique fondamentale d'éducation, effectivement, dès le plus jeune âge. Il faut rappeler quand même qu'on a quand même fait, on a loupé le coche. Il y a eu d'abord la télématique avec le Minitel, où là on a voulu faire du très local, pour retenir sur le terme, on a voulu faire très local, et le rapport Terry au Premier ministre sur les autoroutes de l'information en 94 ou 95, je me souviens plus bien, je l'avais pris en pleine poire, conclut, Internet, les messages se perdent, c'est pas sécurisé, c'est compliqué, alors que le Minitel c'est formidable. Internet, dans l'état actuel, n'a aucune chance de devenir le réseau des autoroutes mondiales. Je l'ai appris par cœur. C'est la conclusion du rapport. Voilà, 94. Il y a eu un loupé. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention au trop local. C'était normal de défendre notre industrie. Le Minitel était très en avance. Mais à un moment, il y a un principe de réalisme. Voilà, il fallait évidemment aller sur Internet. Louis Pouzin, d'ailleurs, qui était l'initiateur, s'il n'y avait pas eu le datagramme, il n'y aurait pas eu Internet. Hein. Et c'est la R&D de France Télécom. Cette même R&D dont on parlait tout à l'heure, qui n'a pas trouvé application industrielle. Là, je pense que ça, il faut vraiment le prendre en compte. Donc l'éducation du plus jeune âge, et surtout maintenant l'éducation des parents, je suis assez d'accord, des décideurs aujourd'hui, qui ne voient pas forcément les enjeux, c'est probablement le point le plus important. Très, très clair. Alors peut-être, il va nous rester une petite minute. Non, et également, juste par rapport, pour répondre à la question, également l'apprentissage.
les alternants. Et ça, c'est vraiment une force. Hein. Ouais, tout à fait. On avait du retard par rapport à l'Allemagne de ce côté-là. Et accueillir, moi j'accueille plusieurs alternants, et c'est une richesse. Pour eux, c'est une richesse également pour nous. Parce que justement, on doit construire l'industrie du futur avec eux et on connaît leurs besoins. Ils nous apprennent des choses. Hein, c'est aussi les parents, mais aussi les alternants qui vont dans les entreprises et qui apprennent quelque chose également aux entrepreneurs. Si on va avoir un mot optimiste, ce serait celui-là par rapport. On a une génération magnifique à venir. J'aime beaucoup cette Il faut de l'argent dans l'éducation. Ouais. Et de l'argent dans l'éducation et l'enseignement supérieur, oui. c'est sûr. Et moi, je pense qu'il faut plus d'argent dans l'éducation pour, dans les 3 ans qu'on ait des jeunes ingénieurs, au lieu de mettre des projets pour les entreprises, parce que les projets dans les entreprises, en général, ça fait un petit bond. Donc, si on donnait l'argent aux jeunes qui apprennent ce qui est actuel et très high technologie, eux, ils vont créer la technologie du futur. Et c'est ça, si on apprend aux jeunes ce qui est aujourd'hui, ben, ils vont pouvoir faire, au bout de 3 ans, s'ils sont en école d'ingénieur, ben, trouver de la nouvelle technologie. Et ce qui est pas mal aussi, moi on ne parle pas de ça, c'est le tissu des jeunes qui sortent de l'école, et ça c'est super ce qui a été fait. Alors je ne sais pas comment ça a apparu, mais il y a de plus en plus de jeunes qui veulent créer des startups, donc créer de la valeur. Et ça, on a réussi. On a réussi ce point. C'est qu'il y a une valeur dans les startups, donc on veut créer de la valeur, et donc ils se jettent à faire des projets. Mais même ils se jettent des fois, j'ai envie de faire un truc, j'ai pas d'idée, mais j'y vais. Et donc c'est la sérendipité, hein, mais je veux faire quelque chose, je veux trouver une idée. Mais on n'a pas fait ça dans l'usine. Dans l'usine, on n'a pas fait ça. Et il faut recréer cette dynamique d'usine. C'est en grande partie, je sais qu'il n'y a plus beaucoup de temps, c'est en grande partie lié à l'idée de créer, mais je pense que pour une grande part également, ils se sont peut-être pas retrouvés. Parce qu'on l'a pas réévoqué là, mais on peut éduquer, former, encourager. À un moment donné, l'entreprise verte by design a pris le pli ou pas, mais il faut qu'elle puisse recruter les compétences et donc qu'elle se rende appétissante pour ses compétences. Et aujourd'hui, c'est aussi un verrou. Donc ces jeunes-là se sont peut-être pas retrouvés là-dedans et se sont dit, bah voilà, je vais créer moi-même. Je pars d'une page blanche, au moins, il n'y a pas de problème de conciliation. Je reprends le terme. C'est moi qui vais imposer ce que je connais. Et beaucoup réussissent à atteindre un certain stade, et c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a un message à passer à nos dirigeants, c'est comment financer aussi l'émergence, comme en Allemagne, de TI, c'est-à-dire d'entreprises de taille intermédiaire. Il n'y a pas que des grands groupes ou des startups. Voilà. Si on veut réindustrialiser localement, il faut permettre et trouver les bons modes de financement pour passer à l'échelle. Et souvent, ce qui bloque, c'est « Ah, vous n'avez pas de contrat avec un grand groupe, bah donc on ne mettra pas d'argent chez vous ». Et c'est là le problème. Et si on veut véritablement une réindustrialisation locale, quel que soit le secteur, plus ou moins numérique, plus ou moins physique, de toute manière, il faut les moyens, comme aux États-Unis, de faire émerger des ETI. Et ça, c'est très, très important. Et je vais être obligé de vous couper, monsieur Olivier, comme on arrive à la fin de notre table ronde, et en plus, c'est un sujet très, très riche. Vous avez offert un parfait générique des premières pistes de réflexion pour justement ce qui va arriver juste après, étant donné qu'il va y avoir une discussion sur les générations futures, l'apport qu'elles vont pouvoir avoir. Mais en tout cas, moi, je veux tous vous remercier d'avoir participé à cette table ronde qui était vraiment passionnante, donc sur l'usine du futur verte by design. Vous ici en présentiel et aussi monsieur Lanoux en distanciel qui nous a accompagnés. Voilà, je retiens pas mal de choses quand même de ce débat très très riche, mais une idée, je trouve, qui ressort beaucoup, qui est l'idée d'interaction. C'est-à-dire, on disait mettre du numérique dans le réel, mettre les États, les laboratoires de recherche, les entreprises en interconnexion pour qu'ils travaillent ensemble, mettre les pays ensemble, la France, l'Allemagne et aussi d'autres pour construire quelque chose au niveau de l'Union européenne, peut-être avec d'autres aussi, les États-Unis, la Chine qui ne sont pas forcément des rivaux. Donc voilà, je pense que cette usine verte by design est vraiment bien résumée par cette idée d'interopérabilité, interconnectivité. Et voilà, en tout cas, je suis très content d'avoir pu échanger avec vous aujourd'hui et je vous remercie encore une fois. Merci beaucoup. Merci.